ça coûte 30 balles d'hébergement et des trips et d'aller faire les choses, d'essayer, de se planter, d'accepter, de réessayer encore. Et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché au non-respect des règles établies dans ces trucs-là. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les 2 semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Alain Briez. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Du coup, Alain, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais ? Alors, en 2-3 phrases, pour être vraiment bref, je dirais partie du mauvais endroit, j'ai rien respecté et maintenant je suis arrivé à une vie que je kiffe bien. Ouais. Ok, dis-nous en plus un peu sur tes projets, qu'est-ce qui fait que tu kiffes la vie aujourd'hui ? Aujourd'hui, je kiffe la vie parce que, comme je disais, je suis parti donc d'un endroit qui était vraiment pas propice en fait à vivre ses ambitions pleinement et un peu sa forme de liberté. Et le fait en fait que j'ai pas accepté de suivre les règles comme elles étaient établies et que j'ai essayé des choses vraiment différentes, ça m'a permis. Tu peux définir l'endroit comme ouais. Ça c'est plus précis pour les gens. Ouais. Alors vraiment professionnellement en fait. Moi ce dont je parle c'est professionnellement le fait en fait de parce qu'il faut savoir que moi j'ai arrêté l'école très tôt. Je viens d'un milieu social qui est plutôt défavorisé et j'ai dit plutôt pour essayer de relativiser les choses, mais en gros, l'idée c'est que là où on m'a dit que c'était pas possible et qu'il fallait que je diminue mes ambitions, j'y ai pas cru. J'ai essayé des chemins détournés pour rentrer sur des types de jobs dont j'avais envie, même si j'avais pas forcément la formation, pas forcément l'expérience. J'ai essayé des manières alternatives d'apprendre les choses, via Google, via YouTube, pour développer des connaissances qui me permettent de trouver des jobs qui me plaisaient. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai décidé de créer mes propres jobs et finalement de créer mes opportunités. Et à force de cette expérience-là, j'ai eu accès à tout un nouveau monde d'opportunités professionnelles. Je vois par exemple en ce moment, je suis j'ai des projets personnels, mais je suis aussi salarié d'une boîte qui s'appelle Germinal, où on fait du growth pour des grands groupes et des startups, et maintenant où on fait de la formation. Et ouais, je suis rentré dans cette boîte-là parce que j'ai réussi à vraiment actionner en fait les choses que j'ai apprises, à les mettre en pratique par moi-même et finalement j'ai pu prouver que j'avais de la valeur sur des choses. Et aujourd'hui j'ai d'ailleurs là-bas le poste de Chief Nawak Officer qui consiste à monter des business totalement inutiles, mais pour prouver en fait la puissance de la méthode du growth marketing. Ok, ouais. Donc c'est toi qui es à l'origine de de Moulac. Moulax.vc, ouais, c'est moi le génie du mal. Ok, stylé. Et ça t'est venu comment un peu cette idée-là ? L'idée de Moulax.vc ? Ouais. C'est une idée très drôle. En fait, ça vient d'un post de notre CEO Grégoire Gambato, qui avait fait un post sur LinkedIn sur le fait qu'il était devenu business angel, qu'il venait d'investir dans une startup. Et en fait, dans le déroulé du post, on apprend qu'il a investi 5 000 € dans une startup. Donc là, c'est parti en blague en interne où on rigolait les uns avec les autres, mais c'est après le but du post en fait. Mais et du coup, j'ai commencé à proposer aux gens de la boîte, vu que nous on voit des startups à longueur de journée et que potentiellement on sait ce qui marche et ce qui marche pas à force de le voir, j'ai demandé qui était intéressé pour mettre éventuellement des tickets dans des startups, qu'on se groupe ensemble et puis qu'on essaie de financer des projets cool. Et là-dessus, j'ai créé une landing et le but de la landing, c'était juste de troller un peu Grégoire sur les 5 000 € investis en le présentant comme un investisseur aguerri. Et du coup, la page l'a fait rire, il a partagé un post et ça a fait un carton. Ah oui, j'ai vu passer ce post, il m'a impressionné. Ouais. On a eu 30 000 visites, je crois, en 24 heures.
Enfin, un peu plus de 24 heures. Ouais. On a eu, alors, sur son post LinkedIn, il dit qu'on a eu 250 demandes. C'est totalement faux parce que là, sur les demandes, on en est, bon, ça fait un pic et ça s'est arrêté tout de suite, mais on en est à plus de 1000, formulaires de contact remplis et on est à 60% de demandes valides, en fait, de vrais trucs. Donc, c'est assez impressionnant. Oui. C'est assez impressionnant. Ah oui, non, mais. Je dis pas que c'est que. Juste. Ouais. Je dis pas que c'est 60% des demandes de grosse qualité, mais en tout cas 60% de gens qui sont sérieusement intéressés et à peu près répartis à 50-50 entre les gens qui veulent lever des fonds, les gens qui veulent mettre des fonds. D'accord, ouais. C'est impressionnant parce que pour le coup, le monde du VC, ça a l'air d'être un secteur un peu particulier où tu te dis, il y a certaines règles à respecter, un certain ordre, il y a des gens qui sont VC, c'est pour une certaine levée de fonds, etc. Jusque-là, moi, je voyais ça comme ça, et je pense beaucoup de gens aussi. Et finalement, en fait, avec la landing, vous avez prouvé que, non, c'est pas du tout ça les règles du jeu. C'est juste que c'était comme ça depuis le début et que personne n'a rien dit, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça qui résume ce que je disais avant, parce qu'en fait, on a souvent des choses qu'on a socialement intégrées parce que, on a grandi avec, qu'on nous dit que, le boss d'une boîte, ça porte un costume avec une cravate trop serrée, que pour faire ci, on doit être ça, enfin, et en fait, ces choses-là, on les challenge pas, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que en fait ça crée un vrai drame. C'est que dans les milieux sociaux plus difficiles, en fait il y a pas la possibilité de l'ambition parce qu'en fait personne se rend compte que c'est possible. Enfin, genre c'est même pas dans le spectre des possibles, le truc de se dire je vais lancer un projet, alors que franchement lancer un projet, bon, il y en a 20 sur 21 qui vont foirer, mais ça coûte 30 balles de lancer un projet aujourd'hui, quoi. Ça coûte rien du tout. Ça coûte 30 balles d'hébergement et des tripes et d'aller faire les choses, d'essayer, de se planter, d'accepter, de réessayer encore. Et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est pour ça que je suis vraiment attaché au non-respect des règles établies dans ces trucs-là. Ah, mais je te comprends clairement. Puis, j'irai même plus loin. Je pense que maintenant, tu peux arriver à lancer un projet, un business et gagner des euros sans en avoir dépensé aucun. Vraiment, si tu vas vraiment à l'économie et que tu as vraiment envie de péter les règles, parce que par exemple, tu vois, dans les règles établies, tout le monde se dit « Ah ouais, mais si je lance un projet, il me faut un nom de domaine. » Bah non, mec, tu t'es pas obligé. Franchement, tu peux faire avec un nom de domaine pourri qu'on t'a donné, parce qu'il y a plein de sites, genre Bubble, etc., qui te font des domaines... des sous-domaines de leur domaine et c'est ok, tu vois. Et en vrai, tu peux arriver à vendre même comme ça. C'est vrai. Donc, je suis sûr que c'est un vrai défi que j'aimerais me mettre, c'est d'arriver à gagner des sous avec un projet en n'ayant rien dépensé, genre zéro. Je suis trop chaud d'essayer de faire ça. On peut en parler après. Mais ouais, je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, il y a Kylian, j'ai oublié son nom de famille bien sûr parce que je suis très mauvais avec ça, mais qui a lancé sur LinkedIn un défi pour tous les gens qui ont des newsletters de faire pendant le mois de septembre, on fait 1000 personnes en plus sur notre newsletters. Et du coup, je me suis inscrit à ce défi et il y a tellement de gens qui se sont inscrits et je trouvais ça trop cool. C'est un défi un peu social, tu vois. Il faudrait trop lancer un truc comme ça, genre un défi. Vous faites tous genre 100 balles de bénéfices sans avoir rien dépensé avec votre projet perso, quoi. Ça pourrait même 1000 balles. Ça pourrait être ouf. Puis en fait, j'aime bien ce genre d'initiative parce que ça montre vraiment qu'il y a un tas de trucs qui sont possibles et on s'en rend même pas compte, en fait. Oui, mais c'est le principal problème des gens, c'est que ils sont bloqués avec leurs propres règles qu'ils ont entendues ou des fois qu'ils se sont mis eux-mêmes. Mais dans la vie, c'est trop ça. Hein. C'est à partir du moment où tu casses tes règles comme ça. Ouais, ça c'est ouf. Puis même si t'es pas vers la gloire ultime, au moins t'as kiffé, t'as essayé des choses, et puis après le danger est complètement nul, tu vois. Parce que des fois j'entends des gens parler des risques que tu prends. Je veux dire, tu vas faire une carrière lambda dans une boîte où tu vas finir cadre moyen. Si t'es arrivé là 2 ans plus tard, 2 ans plus tôt, c'est pas grave, quoi. Prends 2 ans pour te foirer, on s'en fout, quoi. Ça change rien. Puis il y a plein de gens qui, en fait, tu peux faire ça aussi pendant ta carrière. Genre le meilleur exemple, c'est le dernier invité du podcast, Johan Lopez, qui est sorti là l'épisode. Le mec est CMO de Comet, c'est pas rien. Tu vois, niveau carrière, il est pas trop mal. Mais le mec a lancé ses side projects et maintenant il est en freelance, quoi. Parce qu'en fait, ses side projects, ils marchent trop bien. Et forcément, mais du coup, tu te dis ouais, on va peut-être bosser différemment, quoi. Et c'est ça que j'essaie de porter avec Indie Maker, tu vois, c'est
Faites des projets, les gars. Il n'y a pas besoin d'être ultra connu. Il n'y a pas besoin de faire une méga startup. C'est faites des projets. Vous allez gagner des sous avec. Une fois que vous en aurez fait plusieurs, parce que ça marche pas du premier coup. On n'est pas tous des génies, malheureusement. Et ben après, ça change ta vie, quoi. Une fois que tu fais ça, t'es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux. Enfin, je pense que quand tu te mets dans la dynamique de péter des règles, en fait, tu te rends compte que déjà même dans ton boulot, tu vas pouvoir changer les règles, tu vois, et imposer des trucs que t'aurais pas cru possible, tu vois. Genre, moi, dans mon taf, je suis CTO, tu vois, j'ai un poste haut placé aussi dans ma boîte, et pourtant, je leur ai dit, en fait, les gars, je travaillerai que 4 jours par semaine. Le 5e jour, c'est pour faire mes projets. C'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, on est vendredi, on fait mes projets. Et ça marche, en fait. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais mec, non, tu peux pas avoir un bon poste et pas travailler beaucoup. Si, tu peux arriver à faire les deux si tu imposes tes règles et que tu suis pas les règles que tout le monde pense que c'est comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Puis même le fait après d'avoir tes propres projets sur le côté, c'est vrai que professionnellement t'es pas la même personne en fait quand t'as mis les mains vraiment dans des choses, que tu commences à les manager, que tu commences à comprendre les thématiques de la croissance, de tout ça. Là, c'est vrai que t'arrives dans ton poste au quotidien, même pour ta boîte, c'est une plus-value qui est indéniable parce que t'as vraiment des choses en plus à apporter. Et c'est pour ça aussi que c'est pas une prise de risque. Que ce soit sur le côté d'un taf ou que ce soit vraiment à temps plein parce que tu as envie de faire le tryharder pendant un moment, mais tu vas en tirer des choses en fait de cette période. C'est pas une période morte où avec un gros blanc sur ton CV, ça faut le valoriser et finalement c'est que du positif. C'est toujours une histoire de casser des règles finalement. Si tu suis les règles préétablies, déjà t'es sorti du modèle et du coup si tu continues à suivre les règles, tu vas dire j'ai rien fait pendant un an, tu vois, j'ai pas bossé. Si tu changes les règles, tu dis j'ai fait un projet d'entrepreneuriat, j'ai appris de malade et du coup j'ai un grave d'expérience à ramener si vraiment t'as décidé d'arrêter de faire de l'entrepreneuriat et de redevenir salarié, quoi. Ça dépend quelles règles t'as décidé de suivre, quoi. Du coup, tu peux en arriver même à te faire embaucher avec des tatouages sur le visage. C'est incroyable. Mais tu sais quoi, j'osais pas t'amener sur ce sujet, mais tout à l'heure tu m'as parlé donc que tu avais des rendez-vous avec des grands clients. Parfois c'est pour ça que tu as bien mis un fond noir derrière. Les auditeurs verront peut-être jamais parce que la vidéo n'est peut-être en général j'enregistre, mais pour le moment je diffuse pas. Et du coup, est-ce que c'est les tatouages sur le visage, c'est quelque chose qui est genre compliqué quand t'as des grands clients, tu vois, ou... Alors les tatouages sur le visage, pour le coup, non, c'est vraiment pas un sujet compliqué. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai commencé l'entrepreneuriat en fait, c'est parce que je pouvais plus trouver de taf. Et en fait, moi à l'époque, je vivais en Asie, en Thaïlande, et du coup, l'idée c'est que j'essaie de trouver un travail là-bas, mais je trouvais rien du tout avec ce look-là. Et je comprenais pas parce que je me disais que finalement j'étais assez carré sur mes sujets et je voyais pas trop le problème, mais toujours c'était le problème de faire face aux clients, de l'a priori que la relation va mal se passer. Finalement j'ai monté mon propre projet entrepreneurial où j'ai fait face à des clients grands comptes et pas du tout. Et aujourd'hui avec Germinal, j'ai eu des réunions avec je sais plus combien de groupes de grands comptes en France. Il y a jamais eu un souci, une remarque ou sinon positive, mais sinon un intérêt, une curiosité à la limite. Du coup, ils se rappellent de toi, c'est pas mal. Ouais, mais je pense qu'après il y a une grande histoire d'authenticité dans la façon dont tu te comportes et dans la façon dont tu es. Je veux dire, au bout d'un moment où quand t'es un petit peu particulier, mais que c'est assumé et que c'est du 100%, finalement les gens en fait acceptent la personnalité en fait. Je pense. Ouais. C'est très métaphysique. Je vais encore y revenir, mais c'est toujours l'histoire des règles que tu décides de suivre, quoi. C'est ça. Si t'as décidé de casser le game en ayant des tatouages sur le visage, ça marche. Si tu penses que tu vas te faire victime tout le temps, du coup tu vas te victimiser, quoi. Ça aide pas. Je pense que t'as raison. Ah, ok. Eh bien, stylé cette introduction. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à c'est quoi parce que là on en a toujours pas parlé. C'est quoi tes projets à toi que t'as en ce moment? Ok. Alors j'ai quelques projets moi sur le side. Principalement, j'ai des projets. Alors déjà j'ai mon emploi salarié qui est ma priorité en termes de mes journées, de mon temps passé. C'est pas ma plus grosse source de revenus du tout. Mais du coup c'est le projet dans lequel je mets vraiment beaucoup de cœur.
parce que ça, du coup, tu le fais par kiff, pas par besoin monétaire, quoi. C'est un kiff total. Pour moi, travailler chez Germinal et d'être Chief Nawak Officer, lancer des business inutiles, j'ai pas besoin de te dire que c'est clairement un kiff. En vrai, c'est trop bien parce que t'es arrivé à mettre dans ton propre boulot le fait de faire des side projects. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Alors, du coup, donc j'ai ça et j'ai sur le côté j'ai un e-commerce qui tourne. Donc je fais du dropshipping sur le côté. J'avais déjà fait même une interview là-dessus. Là-dessus, en fait, dropshipping classique, en fait, sauf que j'essaie de me positionner sur des produits qualitatifs. Donc voilà, qualitatif avec un gros support client. Et ça, c'est des side projects alors c'est un side project qui m'a pris beaucoup de temps au début à mettre en place et que j'ai par la suite automatisé à fond. J'ai maintenant 2 personnes à temps plein dessus. Une personne francophone, une personne anglophone, qui gère tout mon service client. On a tout automatisé derrière pour avoir un truc super clean. Parce que maintenant, quand tu fais du dropshipping, et moi je fais de la pub Facebook principalement, t'es obligé d'avoir un service client irréprochable pour pouvoir continuer en fait à faire de la pub. Et du coup, voilà, on a créé une vraie petite boîte en fait qui fonctionne à 2 personnes et sur laquelle maintenant je dois passer environ 10-20 minutes par jour, je pense, à checker le soir si tout se passe bien. D'accord. Du coup, ils sont genre employés à plein temps, quoi. Ouais, ils sont employés à plein temps. Et donc, stylé. Donc j'ai ça qui génère pas mal de cash. Ça, c'est une de mes sources principales de revenus. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de chiffres? Ouais. Alors sur le dropshipping, pour donner quelques chiffres, sur l'année en cours là, j'ai fait en chiffre d'affaires. Faut savoir que je suis en moyenne, suivant les mois, entre 25% et 30% de marge. Et sur mon chiffre d'affaires, je suis à presque 350 000 euros. Sur l'année. Sur l'année en cours là. Ouais. Donc ça. C'est pas mal. Ouais, du coup, je suis assez content. Et du coup, à côté, je fais un peu de consulting justement sur des projets innovants, justement des gens qui ont des projets innovants dans le pipe, qui savent pas comment les lancer. Et donc, je consulte là-dessus sur comment passer de 0 à 1 sur ce type de projet. Sinon, là, j'ai en Thaïlande un projet qui est de plus grosse envergure, qui est une plateforme d'hébergement cloud, un peu à la DigitalOcean, tu dois connaître. Ouais. Yes. En fait, je suis en train de développer une espèce de copycat de DigitalOcean, mais adapté aux contraintes administratives du marché thaïlandais et avec des méthodes de paiement plus simples. Oui, qui correspondent au marché, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est un projet qui est pas encore, qui fait pas encore de chiffres, sur lequel on a déjà testé la traction et qui a une très bonne traction. Mais ça, c'est un projet c'est un projet de plus grande envergure. Ok. On pourra mettre en description les liens de tous ces projets-là, du consulting, du e-commerce. Avec plaisir. Avec plaisir. Parfait. On va trouver la grosse landing page fake it until you make it, où tu essaies de t'inscrire et à la fin, tu as le message de c'est pas possible. Parfait. Comme ça, les gens auront un exemple et pourront aller voir. Alors, je sais pas si ça restera tout le long, mais en tout cas, quand il sortira, au moins. Yes. J'avais une question sur ton e-commerce. Du coup, le dropshipping, t'es le premier à venir dans ce podcast qui en fait. Pourtant, j'en ai cherché des gens qui faisaient du dropshipping, mais ils se cachent un peu parce qu'ils ont pas trop envie de parler des projets qu'ils arrivent à faire. Est-ce que tu peux parler un peu plus précisément de genre de produit que tu vends, pour donner un exemple aux gens, ou? Ouais, par contre, je vais être un peu large. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des stores un peu nichés. Et moi, je suis dans tous les accessoires beauté, fashion pour hommes. C'est ce que je fais aujourd'hui, moi. Ouais. D'accord, oui. Oui, sinon, je t'aurais proposé de parler peut-être un produit que t'avais qui marchait bien, mais qui marche plus maintenant. Alors je peux faire ça. Il y avait alors un bracelet à l'époque que je faisais qui marchait très très bien. C'était un bracelet tibétain, bracelet tibétain en pierre de lune. Ça faisait t'avais des petites boules un petit peu poreuses qui faisaient pierre de lune avec une boule bleue dessus. Je suppose que ça voulait dire quelque chose. Je suis pas trop au courant, mais en tout cas ça se vendait pas mal. Ok. Et ça c'était un beau carton. Ouais, ok. Et donc ça, c'était c'est un des premiers que t'as fait, du coup, je suppose? Non, les premiers trucs que j'ai fait, moi, à l'époque, c'était plutôt des cadeaux, des choses comme ça.
Je suis venu en fait petit à petit sur des accessoires de ce type-là parce que ça allait me permettre d'enchaîner les produits AliExpress, j'allais pouvoir vraiment créer une espèce d'univers autour de ça, créer une espèce de marque. Et c'est là que j'ai décidé de me diriger vers la niche homme parce que du coup je prends plaisir à gérer tout ce qui est copywriting, tout ce qui est élément de branding un peu dans ce secteur-là. Ça me fait assez rire et du coup j'ai décidé de me mettre à fond là-dessus. Ouais. Ok, parce que du coup je suppose que au final, si les produits te parlent un petit peu, c'est plus facile pour toi de pouvoir les lancer. Aussi. Et c'est vrai que du coup l'audience, c'est bien de comprendre un peu ton audience. Et du coup, c'est vrai que l'audience masculine, je suis dedans, donc du coup, ce qui résonne à moi quand je regarde des choses, ça peut potentiellement résonner pour les autres, donc c'est ouais. Ok. T'as commencé ce projet à combien de temps? Alors ce projet-là, il a commencé en début d'année. Ah. Oh, putain. Il a démarré très fort. Ah oui, effectivement. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, c'est génial que tu en parles, que tu dises que c'est court. Du coup, il y a pas longtemps. Si c'est neuf, t'as fait comment? T'as fait une formation ou t'as tout fait? Alors moi, t'as tout inventé toi? Moi, j'ai eu la chance en fait de bosser sur un store avec un autre dropshipper qui est un ami aussi. Au-delà d'être un dropshipper, c'est important de le noter. Tu as le droit de le citer? Je vais le citer. Je vais le citer à la fin. Ah d'accord, tu le gardes pour la fin. Cool. En fait, si tu veux, moi à l'époque, alors l'histoire marrante, je venais de me faire expulser de Thaïlande. Justement, quand on était en train de monter cette espèce de projet cloud, parce que ce projet cloud, c'est un projet qui traîne depuis un moment, qu'on a dû arrêter. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux, en Thaïlande, l'administration, elle a quelques limites. Bon, après, on n'est pas forcément mieux placé pour parler, mais quand même si, en fait. Quand même si. Et en fait, si tu veux, nous, on était sur une typologie de projet très particulier avec un transfert de technologie. Donc, du coup, on avait le droit en tant qu'étranger à avoir 100% des parts de la boîte, on avait plein d'avantages comme ça. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un projet du gouvernement et ça donne lieu à des visas spéciaux. Et le problème, c'est que quand ils ont fait les papiers pour faire notre visa, il y a eu un problème entre la date d'enregistrement de la boîte et la date d'issue des visas. Et on s'est fait expulser du jour au lendemain de Thaïlande. Moi, j'y étais depuis 7 ans. Ça a été très bizarre. Et du coup, j'ai recommencé à faire du consulting sur le côté pour me refaire en fait. Parce que j'avais plus rien. Enfin, je partais d'un pays à un autre. Oui. Ouais, c'était vraiment. Là, j'en parle avec humour. Sur le coup, c'était pas marrant du tout en fait. Ouais, j'imagine. Mais ta boîte, elle existe toujours là-bas en plus? Ma boîte existe toujours. Hein. Ma boîte existe. Mais t'as plus le droit d'y être. Non, là, en fait, maintenant, c'est arrangé. Maintenant, tout est arrangé. Je peux y retourner. Le projet est en cours et tout. On a tout repris. Mais sur le coup, j'étais un peu en mode rage quit. J'avais plus envie d'y retourner, donc. Importe. Ah bah oui. Ouais, c'est un peu. Quand tu te fais expulser pour une vieille erreur administrative. C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Donc du coup, il y a eu ce truc-là et un jour, j'avais un ami qui vivait aussi à Bangkok lui à l'époque, qui me contacte. Alors moi, j'étais parti en Corée quand je me suis fait expulser parce que j'ai toujours eu envie de découvrir la Corée, donc je me suis dit c'est l'occasion. Un jour, cet ami m'appelle. Je savais qu'il faisait du dropshipping, mais pour moi, moi j'étais un start-upper. Je lançais un truc de cloud. Pour moi, tu vois, c'était un peu pété le dropshipping. Je me disais, c'était du bullshit. C'est ça, ouais, c'était exactement ça. Et du coup, il m'appelle et je sentais son front transpirer au téléphone tellement il était stressé. et il commence à me dire un truc du genre, écoute, mec, j'ai un souci, j'ai besoin d'aide. Je suis en train de gérer un store. J'ai lancé un store et là, c'est en train de s'emballer et je sais plus comment faire. C'était un store un peu particulier, c'est de la POD on appelle, donc print on demand. Donc c'est des produits dropshipping mais personnalisés. À l'époque. D'accord, ouais. Mais ça fait un moment comme les t-shirts avec les noms, les choses comme ça. Et donc il m'appelle pour me demander un coup de main et du coup moi je me suis dit le mec doit pas être organisé de ouf, hein, donc je vais l'aider. Et là je suis arrivé sur le store. Il m'a fait des accès et là je vois un store qui tapait 10 000 euros par jour en vente et je me suis dit ok, bon, mon cloud voilà.
pour l'instant. On va le mettre sur le côté. Ouais. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que déjà, le dropshipping, c'était un vrai business en termes de chiffres. C'était aussi un vrai business en termes d'organisation, en termes d'expérience humaine, parce que tu recrutes des gens, tu les gères, tu dois gérer leur formation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas... après, t'as des gens qui font ça comme des salles, qui lancent des stores, qui répondent pas aux messages et qui laissent les gens qui n'ont pas reçu leur colis mourir. Mais quand tu commences à vouloir faire les choses bien et à vouloir faire les choses sur le long terme, en fait, il se passe vraiment des trucs intéressants. C'est rigolo, ça me fait penser un petit peu à, tu sais ce qu'on dit de l'argent, souvent, c'est très clivant, c'est soit les gens aiment l'argent, ils trouvent que c'est une bonne chose, soit ils disent que ça amène trop de choses mal dans le monde et tout ça. C'est comme si l'outil, il avait une opinion de comment on l'utilise. Et le dropshipping, c'est un peu pareil pour moi. C'est un super outil, mais il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ils vendent et puis ils envoient rien ne va et puis ils le laissent tomber et du coup ils ont fait un peu de sous mais ils ont arnaqué plein de gens, ou il y en a qui le font très bien et c'est un vrai business qui aide des gens. Tu vois, j'avais acheté une formation à un moment, un mec qui vendait ça un bal. Il avait fait un mort de dropshipping et un des produits qui avait le mieux marché, c'était le jour de l'éclipse solaire. Il a vendu sur Amazon des lunettes pour protéger là, mais un peu nouvelle génération quoi. Mm-hmm. Et le mec, il a fait 1 million avec ça, tu vois, dans le monde. C'est ouf, improbable. Et ça avait aidé plein de gens parce que pour le coup, si tu regardes l'éclipse sans lunettes, tu te défonces les yeux. Et c'est pas non plus déconnant. Il a juste vendu au bon prix. C'était pas exagéré. Et c'était pile au bon moment, pile comme il faut, pile pour les gens. Et ça aide des gens. Du coup, c'est cool quand même comme projet. Et au final, toi, tu gagnes de l'argent. Enfin, tout le monde est content, quoi. C'est ça. Moi, j'ai des super. En plus, sur mes stores, j'ai vraiment des super relations avec les clients. J'ai vraiment. Je dois avoir une note de page sur Facebook qui est à 4,7, ce qui est genre inatteignable. Sur 5, hein, quand même. Pas sur 100. Mais j'ai des super commentaires, j'ai des gens qui nous remercient par mail. Non, il y a vraiment j'essaie vraiment de créer une dynamique positive parce que après, il y a faire de l'argent, c'est bien, comme tu dis, c'est un outil. Après, il y a comment tu te sens quand tu vas te coucher tous les soirs, tu vois. Est-ce que tu as envie de te dire, aujourd'hui, j'ai banané 4 pp, je leur ai vendu des gants alors qu'ils n'ont pas de main. Tu vois, au bout d'un moment, c'est comment tu te sens avec toi-même. Et je sais que moi, au-delà de... Alors j'aime beaucoup l'argent et j'ai pas de timidité là-dessus. Par contre, j'aime beaucoup aussi faire les choses bien et être fier de ce que je fais jour après jour. Tu vois, j'ai pas besoin de changer le monde tous les jours, mais au moins de faire des choses propres, c'est déjà pas mal. Je trouve. C'est déjà, en vrai, ça dépend comment tu vois le monde, quoi. Si tous les jours tu te dis, je veux faire un peu mieux, c'est déjà mieux que plein de gens. Exact. Donc le dropshipping, c'est pas forcément, tu as peut-être pas changé le monde de suite, mais en attendant, ça peut t'amener à changer le monde, tu vois. Genre j'ai eu dans le podcast Arthur Aubeuf, je sais pas si tu l'as vu passer sur LinkedIn. Yes. Le mec a son premier business, c'est merde, j'ai loupé le nom, c'est dommage. C'est comme VDM mais pour les Nuits sans folie. Ouais, Nuit sans folie, voilà. Et du coup, il a pas commencé par changer le monde, hein, clairement. Et pourtant, maintenant, Time for the Planet, c'est clairement pour changer le monde. Donc, c'est un chemin, quoi, la vie. Tu peux pas toujours faire le truc que tout le monde pense que c'est le truc à faire à ce moment-là, mais tu peux toujours y arriver. Effectivement, c'est vraiment le bon exemple du parcours, qui part d'un endroit et qui atterrit totalement à un autre. Très gros personnage d'ailleurs. Du coup, on va pouvoir reprendre un petit peu mes questions sur ma petite trame. Donc du coup, t'as pas fait de formation, t'as suivi quelqu'un qui faisait ça et du coup c'est lui qui t'a tout appris quoi globalement. Alors lui m'a appris pas mal de choses. Après moi je faisais déjà des ads sur lesquels je m'étais formé sur YouTube. Et je faisais des ads parce que ma première boîte en fait que j'ai lancée en Thaïlande avant d'évoluer sur un projet de cloud parce qu'il fallait le financer ce projet de cloud, c'était une boîte de marketing. Donc en fait j'ai essayé de lancer des projets, puis en essayant de lancer des projets, j'ai appris le marketing parce qu'il fallait les lancer, puis finalement je me suis dit tiens, je vais lancer une boîte de marketing puisque c'est ce que je commence à savoir faire le mieux. Et du coup elle existe toujours cette boîte? Elle existe toujours, ouais. Elle a fait cette année quelque chose comme 0 € de chiffre d'affaires, mais en gros, elle a enregistré. Ok, ouais.
Non, c'est une boîte qu'en Thaïlande, je facture pas avec cette boîte, vu que je suis pas du tout là-bas en ce moment. Mais elle est vouée à être réutilisée. En tout. Elle est vouée à être réutilisée. D'ailleurs, j'ai vu que Germinal, où je vais y arriver, passer en full remote. Du coup, tu vas bouger en Thaïlande ou pas? Alors, faut savoir que moi, je fais partie de Germinal, mais je vis pas en France. Je suis en France parce qu'il y a eu le Covid. Mais même avant ces thématiques-là, moi, en fait, maintenant, je vis en Corée, en fait, à la moitié du temps, et à la moitié du temps, je vis à Bangkok. Puisque maintenant, je peux y retourner. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir, et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Stylé. Voilà. Ok, t'as bien répondu à ma question. C'est un des trucs que j'aime bien aussi quand tu commences à faire tes projets et que du coup tu changes les règles, ça fait aussi partie des choses que tu peux changer. Et du coup, moi aussi, tu vois, je suis rentré en France pour le Covid. D'accord. C'était pas vraiment pour ça. À la base, je rentrais en France pour aller en Guyane voir un pote. J'étais au Portugal. Du coup, t'es resté pour le Covid. Ouais, et du coup, je suis arrivé en Guyane. On m'a dit, il y a le confinement. Du coup, avec mes potes, on s'est dit, ça pue en Guyane d'être confiné. Du coup, on est vite rentré. Et après, on est resté confiné en France. Et là, on repart, tu vois. On va vivre à Séville, puis Lagos. C'est parti, quoi. On peut pas aller très loin pour le moment encore, mais. Ok, parce que normalement, tu étais un peu en mode nomade ou plutôt à un endroit? Là, quand j'ai commencé le podcast, j'ai acheté un camping-car. Donc on est parti avec ma meuf, on a fait nord de l'Espagne, toute la côte portugaise, tout le sud de l'Espagne, on est revenu pour Noël, quoi. Donc c'était en septembre l'année dernière, à Noël on est revenu. Après, du coup, je suis reparti un peu dans le sud de l'Espagne dans le nord de l'Espagne, parce qu'on avait envie d'explorer un peu cette partie-là qu'on avait un peu fait à la va-vite. Ça, on avait fait bien longtemps le Portugal et un peu plus plus express l'Espagne. Et du coup, après, je suis allé en Guyane. Je suis rentré en France, on allait en Guyane, et après, je suis resté à Montpellier puisque il y avait le confinement. Et on a pris un Airbnb puisqu'on n'a pas d'appart. On n'a toujours pas d'appart. Là, on a rendu notre Airbnb et là, on reprend un Airbnb du coup à Séville d'ici le 15 septembre. Ok, stylé, carrément stylé. On change les règles. Ma meuf, elle a changé de taf. Avant, elle était maîtresse. Et ça permettait pas de changer les règles. Du coup, elle est devenue développeuse. Maintenant, elle casse les règles aussi. Elle travaille en remote. C'est ouf. Mais quand tu t'aperçois que tu peux changer les règles, ta vie, elle devient facile, ouf, en fait. Et après, les gens, ils sont là, votre vie, elle est trop géniale. Ouais, mais en fait, on a fait des petites steps par petites steps et ça change de ouf. En vrai. C'est accessible. Enfin, tu vois, ouais, mais dire, je vais travailler mais dire, je vais travailler un jour de moins par semaine, les gens avec qui je me suis associé à Cachetori, je leur ai dit d'entrée, je leur ai dit, je vais faire que 4 jours par semaine. Ils m'ont dit, ouais, ok. De toute façon, ils avaient envie de travailler avec moi, tu vois. Donc, c'était un petit effort pour eux. Et c'est un gros gain pour moi, tu vois, au fil du temps. Maintenant, je commence à pas mal avancer sur le podcast grâce à ça. Ça a des répercussions sur ce que je fais dans mon entreprise aussi, ce que tu disais tout à l'heure. Je voulais rebondir, puis après, j'ai oublié parce que je suis un poisson rouge. Mais tu vois, tous les projets que je fais en side, j'ai un projet qui permet d'avoir ces stats sur LinkedIn, parce que c'est un peu chiant quand tu postes sur LinkedIn, voir l'évolution de tes projets, quoi, de tes posts. Du coup, au début, je mettais ça dans un Google Sheet, et puis c'était naze, c'était chiant. Du coup, j'ai automatisé ça. Puis après, on m'a dit, putain, mais ça serait bien, moi aussi, j'aimerais bien l'utiliser. Du coup, je l'ai rendu public. Et ça, quand je bosse dessus, en fait, ça nous aide à Cachetori, tu vois. Du coup, on a pris la formation de Germinal, l'antichambre. Okay. Et du coup, mes cofondateurs, ils postent de plus en plus sur LinkedIn, et à chaque fois, ils ont du mal à traquer les datas. Du coup, ils utilisent mon propre produit. Énorme. Du coup, je fais des features pour eux. Enfin, ça participe au truc, tu vois. Il y a toujours moyen tu sais, un truc de Steve Jobs qui disait connect the dot, mais après. En fait, tu peux pas savoir à l'avance quand tu vas faire des side projects, ça va t'aider dans la vie. Tu sauras pas comment, mais ça va te faire rencontrer des gens, peut-être. Enfin, tu vois, si tu as un produit que tu vends, forcément, tu vas parler à tes clients, tu vas créer des relations avec eux, et des fois, ça va être plus que juste des clients, ça va devenir des potes ou des connaissances, et puis ils feront des trucs intéressants, et puis de fil en aiguille, tu te retrouves, tu vois, dans des nouveaux trucs, quoi. Claire.
C'est clair. Donc voilà. On a pas mal parlé de moi là. D'habitude on parle plutôt de toi. Non, c'est cool. Des invités. C'est cool. Mais du coup, un peu pour revenir, du coup, attends. Là, ça fait 34 minutes qu'on parle, donc on va pouvoir commencer à attaquer mes questions de partie 2. Ah, avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets que tu as lancés qui n'ont pas du tout marché? Est-ce que tu peux en parler de pourquoi ça n'a pas marché? Alors, le premier projet que j'ai lancé dans ma vie n'a pas marché à cause de raisons légales. J'avais, je crois, 8 ans. Et, je vendais des petits, je vendais des petits bonhommes en plâtre qu'on avait gratuitement avec les fromages. Du coup, j'avais réussi à récupérer un stock parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'usine dans ma famille, et du coup, je faisais du porte-à-porte pour vendre les bonhommes un par un. Donc, ce projet n'a pas marché. Mais un vrai projet, sinon, plus tard, c'était juste avant ce projet Cloud, en fait. Pourquoi on l'a fait en Fake It Until You Make It? C'est que juste avant, on avait fait un projet d'hébergement Docker, donc un projet d'hébergement genre mutu mais sécurisé. On avait développé une plateforme avec mon meilleur pote qui a quitté son job d'ingénieur cybersécu chez Orange pour venir développer le projet parce que c'était l'idée du siècle. Ah oui. On a mis un fric incroyable avec le temps qu'on a passé là-bas, avec les choses qu'on a achetées et compagnie. Et quand on a lancé le projet, en fait, il s'est rien passé du tout. Alors qu'on était plus compétitif en termes de prix que ce qu'il y avait sur le marché en Thaïlande. On avait des meilleurs features. Du coup, on n'a pas compris. On a lancé ce truc-là. Bon, aujourd'hui, je comprends qu'on était juste mauvais, mais à l'époque, on ne le savait pas trop. Et que le produit, on aurait dû le tester avant, en fait. Et donc, on a passé beaucoup de temps à développer cette plateforme, ce produit. On l'a lancé. Et derrière, il y a eu... je crois que le seul like sur la page Facebook, même, c'était le mien. Donc, c'est vraiment pour te dire. Même mon pote n'a pas fait l'effort, tu vois. Ah ouais, c'est ça. C'est même lui, il y croyait pas, quoi. Ouais. Bah, au début, on y croyait vraiment parce que l'offre, elle faisait vraiment sens. Et c'est ça le souci, c'est quand tu lances un business, t'as vite tendance à être un peu émotionnel, à te dire ah bah ça c'est l'idée. Tu vois, tu pars avec ça en tête en te disant que c'est incroyable et tout le monde doit s'en rendre compte. Le problème, c'est que peu importe comment toi tu t'es rendu compte que c'était la solution à un problème, il faut encore que ce soit la bonne solution au problème et que les gens aient envie de l'adopter et que ce soit un problème qui compte en plus pour les gens. Parce que nous, clairement, on s'attaquait à un problème qui compte pas. Genre faire de la sécurisation d'hébergement mutualisé en Thaïlande, les mecs s'en foutent en fait, tout simplement. Mais clairement. Et il y a ceux qui veulent un truc sécurisé, qui prennent un vrai gros truc, et il y a ceux qui veulent qui s'en foutent. Et quand on l'a lancé, mais ça a été... alors j'en parle rapidement, mais c'est une mise en place qui a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et quand on l'a lancé, qu'on s'est rendu compte que ça marchait absolument pas, ça a été quand même une expérience un peu particulière. Et donc du coup... oui, c'est hardcore, je comprends. Ouais. Est-ce que tu sais évaluer l'argent que ça t'a coûté? Je sais que ça va te faire du mal cette question, mais... Ouais, ça a dû me coûter bien 20 000 balles. Ok, ouais. À l'époque, pour moi, c'était vraiment le bout du monde. Genre, c'est vrai que suivant les périodes de ta vie, 20 000 euros, ça peut être peu, moyen ou beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Oui, je comprends. Mais de toute façon, mettre 20... À moins que tu sois vraiment blindé de thunes et que tu lances des trucs qui servent à rien et tu t'en fous, ça fait mal à tout le monde de mettre 20 000 balles dans un projet qu'il n'y ait pas de retour, quoi. Je pense. Mais du coup, ça t'a bien appris. Maintenant, tu fais plus, tu crées plus tout. Maintenant, je mets plus un doigt sur la création tant que j'ai pas vendu. Déjà, je vends, et si ça se vend, alors je crée. Et je demande pardon aux gens qui attendent. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est bien, c'est que si t'arrives à vendre, déjà, tu sais combien tu peux mettre d'efforts. Si t'as vendu pour 2000 balles, déjà, tu dis, bon, je peux essayer de le faire en rapide, quoi. Exact. Si tu vends pour 20 000 balles, tu peux faire un peu plus d'efforts, quoi. J'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est un super outil, en fait, de vendre avant de créer. Et c'est ça qui permet, au final, de commencer des projets avec rien, même des projets d'envergure. Ça permet beaucoup de choses. Clairement, puis t'as pas besoin d'être développeur, tu t'enlèves plein d'épines du pied. Quand tu veux commencer et faire le projet, il faut soit que tu sois technique, soit que tu trouves un associé technique. Et ça, avant d'être CTO, j'ai essayé de monter ma boîte et j'ai essayé de faire une usine de start-up, quoi, de MVP pour aider les gens à sortir leurs produits parce que je pensais qu'ils étaient nuls et qu'ils le faisaient pas de la bonne façon. Et en fait,
les gens sont tellement convaincus de choses dans leur tête, quoi, qu'il faut avoir comme prérequis, qu'en fait, j'y suis pas arrivé à faire ça parce que je passais mon temps à conseiller des gens qui disaient non, mais il faut pas faire comme ça, et ils voulaient pas faire avec moi, tu vois. Okay. Et au final, c'est souvent un truc que je leur disais, tu vois, c'est vous avez pas besoin de payer. Souvent, ils voulaient faire un projet, je leur dis mais ce que vous avez testé, vous avez fait une landing, vous avez testé le marché, ils disent non, mais on sait que ça va marcher. Non, il faut que tu aies des chiffres, mec. Et du coup, je leur disais, en fait, on va pas bosser ensemble. Je vais pas te développer un truc et te faire payer alors que tu sais même pas si ça va marcher. C'est stupide. Ouais. Et c'était là, mais non, mais c'est comme ça, t'inquiète, ça va exploser. Ouais. Non, vraiment. Tu t'es pas obligé. Nous aussi, ça devait exploser. Hein. Ça devait exploser, puis finalement, on attend toujours le premier chèque. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi on est convaincu qu'il faut faire ça. Et encore, il y a pas longtemps, tu vois, il y a un pote qui m'appelle, il me dit, j'ai une idée de dingue. Tu vois, il bosse dans l'événementiel. Et en ce moment, l'événementiel en France, c'est la merde. Donc, il cherche des idées pour vivre, tu vois. Et du coup, il a une idée, machin. Et il parle avec moi. Je dis, ouais, ok, mais du coup, est-ce que, genre, fais une page, essaye d'avoir des gens qui s'inscrivent, et comme ça, on aura un peu, tu pourras savoir combien tu mets de budget, tu vois, déjà. T'es là, mais non, mais il faut lancer tout d'un coup, sinon on va nous piquer l'idée et tout. Et... Ça, c'est le truc que je comprends pas, parce que du coup, si ton idée, elle est si facile à répliquer qu'on va te la piquer, tu peux la lancer, on va te la piquer après. Tu auras toujours des gens plus rapides. Et si, tu vois, il y a au bout d'un moment, un jour, on va la copier ton idée. Donc, l'idée, c'est d'être toujours le gars qui est dans l'exécution à fond, tu vois. Mais c'est ça. Et puis, le pire, c'est que du coup, ça freine plein de gens qui ont des bonnes idées. Et ils se disent, ah ouais, mais ça existe déjà. Mais non, mais qu'en fait, ce qui existe, c'est l'idée. Toutes les idées du monde existent, bordel. Mais par contre, comment tu vas la faire, il y a que toi qui peux le faire. Il y a que toi qui es dans ta propre tête. Il y a que toi qui as ton expérience, ton vécu. Et du coup, ça va faire ton propre projet. Et un des mecs que j'aime bien en indie maker qui veut pas venir dans ce podcast, parce que je sais pas trop pourquoi, mais c'est Léo Becker. Vous pouvez le voir sur Twitter. Il a créé un service qui s'appelle Hyperping. Donc l'idée c'est de faire un ping de tes services, quoi, pour voir s'ils marchent. Tu sais, t'as déjà vu les pages d'uptime d'un service, tu vas voir et tu te dis tout est en marche, ça répond bien, etc. Il a fait un service qui fait ça. Et ça, franchement, il y a pas longtemps là, Pieter Level, le mec le plus connu en indie maker sur internet, il a dit mais j'en vois popper toutes les semaines maintenant, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver un marché parce qu'ils mettent une opinion dans leur idée. Et du coup, ils le développent d'une certaine façon, et du coup, ça intéresse une niche de gens. Alors, des fois, il y a 4 mecs comme toi. Des fois, il y en a qu'un comme ton projet. Et des fois, il y en a beaucoup plus. Et c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, qui est super important. Je passais ma vie à répéter ça. J'ai abandonné, alors que je pouvais faire des sous, tu vois, mais passer ma vie à expliquer à des gens qui font n'importe quoi et que je vais pas les aider moi parce que je les arnaquerais, c'était trop chiant. Ah, j'avoue. Non, c'est vrai que l'exécution, c'est tout. Enfin, après, même, je t'imagine même que sur l'offre de hébergement cloud, si on devait s'arrêter parce que il y a des concurrents, il y a quand même Google, Amazon, tu vois. Ouais, alors là, t'en as des concurrents. Et du coup, tu peux te différencier, quoi. Il y a des choses où toi, tu peux faire un truc à ta sauce, tu peux t'adapter à une problématique spécifique. Tu peux aussi avoir un ton qui est plus cool et les gens ont envie de bosser avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, parce qu'une boîte, c'est aussi une aventure humaine à un moment donné, tu vois. Il y a plein de facteurs qui font que, faut tester, quoi. C'est un peu ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit tout à l'heure avec le dropshipping, c'est que tu vois, tu avais des gens à manager, à gérer. C'est ce que tu parlais, tu vois, d'aventure humaine. Et je trouve que souvent, je sais pas pourquoi, on a vraiment, je sais pas si c'est en France ou si c'est dans le monde, mais tu sais, on a un problème avec nos rêves. On se dit putain, je vais faire un business, je vais être blindé grâce à ça. Mais du coup, ils disent mais je veux rien faire pour y arriver. Tu vois, c'est genre je vais me lever, ça va marcher. Ou alors, soit les gens ont peu d'ambition, ils se disent ça va être un truc intéressant, ça va être cool. Et je sais pas, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a une genre de séparation entre les rêves des gens qui sont totalement fous et qui ont aucun sens. Genre, je veux me lever demain, je serai riche, tu vois. Et je vais faire des trucs qui sont trop cool au quotidien et ça va me faire devenir riche. Et je sais pas pourquoi on n'a pas ce... Parce que les gens suivent pas assez Gary Vaynerchuk. Grave. Je l'aime bien, lui, en vrai. Moi, j'aime bien.
il pousse grave les gens à se bouger le cul, quoi. Puis il insiste beaucoup sur ce concept, en fait, de parcours plutôt que d'objectif et de trucs prendre le kiff de faire chaque pas, en fait. Et c'est ça qui t'emmène vraiment quelque part, quoi. C'est ça que j'ai oui, je suis clairement convaincu par ça. Par contre, lui sacrifier les week-ends, par contre, il y a au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'être un malade non plus, mais... Ouais, mais après, en fait, ça dépend à la vitesse où tu veux aller, tu vois. Je vais prendre l'exemple du podcast, mais tous les gens avec qui j'ai discuté, qui ont un podcast, avec qui je l'ai lancé, ils m'ont dit, j'en fais un par semaine, c'est bien, c'est le bon rythme, ça engage les gens, c'est le truc qui marche le mieux, machin. Je leur ai dit, ouais, mais en fait, moi, je veux faire un projet qui dure dans le temps, tu vois. J'ai envie qu'Indie Maker, dans 10 ans, je le fasse encore, quoi. Et pour kiffer, je sais qu'il faut que je le fasse une fois toutes les 2 semaines. Ça me laisse le temps de tourner des épisodes, j'en ai d'avance, j'ai un rythme tranquille. Si j'ai envie, pendant 3 semaines, je peux ne pas en tourner, ça sera toujours bon. Ça fait un peu chier les invités parce que, tu vois, quand on tourne maintenant, le temps qui va sortir, ça va mettre 2 mois. T'es toujours là? Ouais, je suis là. J'ai perdu ta caméra, ça me dit la caméra a été désactivée parce que la connexion est pourrie. Ok, je t'entends bien, tout est cool. Je me vois aussi. Ok, bizarre. Du coup, j'étais en train de dire que j'ai choisi de prendre ce rythme-là et pourtant on m'a dit ça allait pas marcher. Et effectivement, je le vois dans les chiffres par rapport à d'autres qui se sont lancés au même moment, ça grossit plus doucement que d'autres, tu vois. Parce que forcément tu crées pas la même le même sentiment de je vais manquer des choses, il faut que je les écoute. Mais en vrai, c'était un truc qui me faisait chier en plus. Tu vois, chez les autres podcasts, quand t'en as un qui sort par semaine, tu pars en vacances une semaine, t'en as loupé un, après tu oublies l'autre, t'en as loupé 2, et d'un coup, t'as plein d'épisodes de retard, tu t'es plus à jour. Enfin, je trouve ça chiant. Tu vois, on court toujours après le temps, souvent. Comme s'il fallait tout qu'on ait fini notre vie à 30 ans, genre qu'on ait tout fait. Et alors que non, t'es pas obligé, tu peux faire des trucs un peu plus tranquilles, mais ça va quand même marcher, c'est juste que ça prendra plus de temps. En fait, c'est sûr que si tu fais comme Gary Vaynerchuk et que tu passes ta vie, tes soirs, tes week-ends, ouais, tu peux exploser en 1 an. Mais des fois, tu peux aussi exploser en 3-4 et c'est ok, tu vois. C'est à toi de voir, quoi. Il y a pas qu'un seul chemin possible. C'est exactement pour ça que t'es là dans ce podcast et que j'interviewe plein de gens différents, c'est que il y a pas qu'un seul chemin possible, les gars. Trouvez le vôtre, faites-le de votre façon et ça va marcher tant que vous faites. Prenez du kiff, quoi, surtout. Hein. Franchement, prenez du kiff. Ouais, c'est ça. Je vais le renommer, je vais appeler les kiffeurs à la place d'Indie Maker. Indie Kiffer. Indie Kiffer. Mais en vrai, c'est clairement ça. C'est, tu vois, le fait de prendre un jour par semaine en moins pour mon taf, j'ai ce jour-là pour bosser sur le podcast. Du coup, le week-end, je suis libre. Je fais quand même, j'ai quand même plein de projets, donc du coup, je bosse pas mal. Mm-hmm. Mais parce que je kiffe ça, en fait. Aïe, je vais me défoncer. je kiffe trop faire plein de projets et essayer plein de trucs, tu vois. D'ailleurs, tu viens de faire du CrossFit en même temps qu'une interview, là, à l'instant. Yes, voilà. Je suis toujours, comment on dit, quand tu, hyperactif, ouais. Je suis trop hyperactif. Bon, on va pouvoir passer un petit peu sur mes dernières questions. C'était vraiment cool sur la partie 2, en fait, on n'a pas attaqué. Est-ce que c'est quoi tes objectifs avec tes projets, là? Par exemple, le dropshipping, où tu veux l'amener? Alors moi, le dropshipping, où je veux l'emmener, je veux pérenniser une marque. Je veux pérenniser une marque pour avoir mon staff qui bosse dessus, embaucher 5-6 personnes pour vraiment structurer ça et avoir ma petite boutique en ligne qui tourne avec vraiment des gens qui gèrent. Là aujourd'hui, j'ai des gens qui gèrent la recherche de sur les deux. Hein. Il y a que 2 personnes, je dis des gens, mais pas une armée non plus. Mais il y a une personne qui gère la recherche de produits, la création d'ads et le test de produits. En plus du service client, il y a une personne qui gère plutôt que le service client et la relation fournisseur. Et du coup, mon idée, c'est de monter une team de 4-5 personnes. Et une fois que ça, c'est bien structuré et bien en place, essayer de répliquer. Et vraiment, là-dessus, mon challenge, en fait, le dropshipping, pour moi, c'est vraiment le challenge du comment est-ce que je crée un business dans lequel je suis presque pas impliqué. C'est-à-dire, j'embauche les gens avec un email. Dans cet email, tu as les liens vers les vidéos Loom, la formation, etc. Les formations à tous les outils que je fais en partage d'écran pour que la personne soit opérationnelle par elle-même. Bon, après, je fais un call quand même avec parce que j'aime bien le côté humain, mais c'est pas nécessaire.
C'est vraiment le truc du j'ai envie de rencontrer avec qui je vais bosser, et on se fait des petits calls une fois par semaine pour discuter, pour un peu créer une espèce d'atmosphère. Mais vraiment, mon idée, c'est comment est-ce que je peux créer des business qui soient hyper automatisés, ou même si c'est avec des gens, mais que moi, j'ai pas besoin d'intervenir à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment mon projet avec le dropshipping. Il y a plein de gens qui me disent que c'est impossible. Moi, je pense que ça l'est pas, donc on va voir. Et sinon, après, sur mon projet cloud... Comme tu sais casser les règles, tu vas y arriver, c'est sûr. Ouais, possible. Et du coup, sur mon projet, sur Germinal, pour l'instant, il n'y a pas de... L'objectif, c'est de continuer à kiffer, en fait. De continuer à me faire plaisir, de continuer de voir si je peux jusqu'où je peux emmener le truc. J'aimerais bien porter le projet moi à l'international à terme. J'aimerais bien, tu vois, par exemple, Antichambre, en faire une version en anglais, faire un peu des intros avec les boîtes en Corée, pourquoi pas vendre, voir un peu comment ça peut se passer à l'international. Ça, c'est un petit projet personnel que je partage que avec moi-même pour l'instant, mais voilà. On verra. Si les mecs de Germinal écoutent, ils sauront. Si vous m'entendez, les gars, sortez Google Translate. Et donc il y a ça. Et sinon après, sur tout ce qui est projet sur tout ce qui est mon projet cloud, hosting cloud, le truc c'est de mettre en place ça à très très court terme là, puisque là on a recruté les ingés OpenStack. On a toute la team qui s'occupe de remonter le dossier pour le gouvernemental, pour avoir les incentives qu'on avait avant. Et là-dessus, mon projet c'est à 2 ans d'avoir vraiment, enfin 1 an pardon, d'avoir vraiment une boîte qui tourne, qui est pérenne et avec une dizaine de personnes à l'intérieur. Donc on va voir si c'est possible. Et après voilà, je suis pas trop jusque là, c'est à peu près les objectifs que j'ai en tête. Je me laisse aussi de la marge, tu vois. Le truc c'est que je fais beaucoup mes projets pas à pas. J'ai un petit peu un horizon, mais je me mets pas trop la pression non plus. Juste je fais le taf tous les jours en fait. Je fais le taf tous les jours, je donne un rythme à ce que je fais, et après on verra où ça mène. Ok. J'ai une question par rapport au projet d'hébergement. Donc, c'est en partie un des projets à la base que tu as raté. Et donc là, tu le refais. Et qu'est-ce qui fait que tu le refais et que tu l'abandonnes pas? Alors, ce projet, il a pas été raté. Le projet qui a été raté, c'est le projet d'hébergement de Docker. Celui-là a été raté. Et en fait, quand on a raté ce projet, avec mon pote, on s'est dit, écoute, on a presque plus de cash. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on s'est dit, on va lancer un truc quick and dirty, on va voir si quelque chose marche. Je lui dis, écoute, il n'y a pas moyen qu'on se remette à développer un truc qui va foirer et qu'on remette 4 mois à le savoir. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé cette landing d'hébergement cloud en Thaïlande avec les contraintes administratives, etc. J'ai balancé les ads et là-dessus, on a eu un market fit à jour 1. Donc on s'est fait blinder de commandes, et derrière du coup on a monté en rush le dossier au gouvernement. Donc là on avait une vraie traction, on était en contact avec des VC, pour le coup c'était plus très indie, mais on était en contact avec des VC qui potentiellement voulaient mettre des billes dedans, et on a été invité à dégager en fait. Donc jusque là il n'y a pas eu de gros fail sur ce projet, si c'est qu'un fail administratif. Là-dessus moi j'ai clairement fait, non seulement j'ai fait le taf pour être plus organisé et plus à même de gérer ces choses-là, mais aussi je me suis entouré de gens surtout qui savent le faire mieux que moi, parce qu'à un moment donné, moi il y a des talents que j'ai pas en fait, et je peux essayer d'être moins pire, mais je vais pas devenir le tueur de l'administration demain. Et du coup, je pense que c'est essentiel de m'entourer de gens qui eux le sont en fait, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on relance maintenant qu'on a une équipe qui est vraiment solide. Yes. Voilà. Ok. Moi, je faisais le lien avec ton projet d'avant, parce que pour moi, quand tu m'en parles, j'ai un peu l'impression que c'est un pivot de ton ancien projet. Tu restes toujours dans l'hébergement, dans le même secteur. T'as tout ce que tu as appris en faisant ton ancien projet, ça va te servir à fond dans ton nouveau. Et d'ailleurs, c'est le premier move que tu as fait, qui est de faire une landing, c'est ton principal apprentissage du projet d'avant, quoi. C'est ça, clairement. Et puis aussi, on a changé, tu vois, du coup, on a totalement changé de cible. On a vraiment niché l'offre sur un vrai besoin.
Aujourd'hui, tu vois, l'offre, on la décline en deux versions qu'on est en train sur lesquelles on est en train de tester le plus d'attractions. C'est le même produit, mais vendu de deux façons différentes. T'en as un premier qui est plutôt pour tout ce qui est hébergement de type Neutor et choses comme ça. Donc derrière, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on offre des moyens de paiement plus broad que les autres hébergeurs. Mais par contre, derrière, on a toute une techno qui a été développée par justement les nouveaux partenaires qui permettent de faire du monitoring de flux, d'éviter, tu vois, le but, c'est de créer un service où potentiellement, les gens vont réussir à passer entre les mailles du filet de l'identification. Mais l'idée, c'est que je veux pas me retrouver avec un service qui tourne et qui facilite la pédoporno ou le terrorisme. Donc dans l'idée, c'est un vrai sujet en fait. C'est vraiment un vrai sujet et du coup, on a vraiment un monitoring de flux là-dessus qui avec des gens qui crawlent le dark web depuis des années en fait et qui ont mis en place des choses pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de ce type-là. Comme ça, si jamais on voit qu'il y a des abus, on peut couper les services. Et de l'autre côté, on répond aussi aux demandes des startups en Thaïlande qui ont aucun hébergement en fait agile, si tu veux, les startups en Thaïlande, elles ont des besoins de dépenser dans le pays parce que si elles dépensent pas dans le pays une certaine somme, elles perdent leurs avantages fiscaux en étant en Thaïlande. Et donc le problème, c'est que l'hébergement, c'est une grosse part des coûts. Et à part DigitalOcean, t'as rien en hébergement. T'as tous ces outils-là. Tu veux faire Amazon. Alors oui, Amazon AWS, c'est en Thaïlande, mais le truc, c'est que pour utiliser Amazon, t'es obligé de faire un doctorat en utilisation d'Amazon, tu vois. Donc j'exagère un peu. Une formation. Non, clairement. Je pense que c'est dur. Quand tu veux utiliser la AWS console, faut s'accrocher, quoi. Ouais, c'est dur. Alors que là, on propose un truc où aujourd'hui, tu choisis ton pays, tu choisis ton template, t'appuies sur un bouton, paf, c'est déployé, et voilà, quoi. T'as ta machine qui tourne, tu peux la déployer à l'heure, à la minute, et du coup, voilà, on a vraiment ces deux cibles distinctes, et on va voir où est-ce que ça marche le mieux. Yes. Eh ben, génial. Si vous aussi, les auditeurs, vous avez kiffé ce podcast, le meilleur truc, c'est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast. Merci à toi d'être venu et je te dis à la prochaine. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans 2 semaines pour le prochain. Belle journée à toi.